Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Et c'est la dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous. Que sont-ils devenus ? Nous avons choisi de prendre des nouvelles du projet d'éthylotest électronique Olit. la belle histoire de La France bouge. Et c'est avec vous, Guillaume Neza. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous étiez venu ici le 8 octobre 2020. Vous veniez tout juste de lancer ces éthylotests électroniques. Et on va d'abord écouter un extrait de l'émission. Un éthylotest qui est réutilisable et qui vous fournit une valeur fiable parce qu'on a développé un capteur qui est basé sur la même technologie que celle des forces de l'ordre et on accompagne aussi l'utilisateur à travers la connectivité et une application pour notamment lui conseiller à partir de quand il pourra reprendre le volant. L'idée, c'est de pouvoir avoir un dispositif qu'on met dans une boîte à gants, qu'on peut réutiliser n'importe quand. On a travaillé beaucoup aussi sur l'autonomie et consommation d'énergie, donc on le laisse, on l'oublie, on l'allume, on fait un souffle, on a un taux et c'est réutilisable à volonté. Alors Guillaume, depuis octobre 2020, comment est-ce que ça a évolué ? Vous avez pu convaincre beaucoup de clients ? Écoutez, oui, on a poursuivi, comme vous le disiez, on démarrait juste à peine le développement commercial. Oui. Donc on a poursuivi tous ces efforts dans ce sens. On a fait quoi d'abord principalement en France, avec toujours une croissance depuis cette interview, avec de plus en plus de clients, notamment avec des bonnes entreprises comme des bonnes nouvelles comme des grandes entreprises qui sont principalement dans des secteurs de métiers à risque. Donc le produit Osigo a toujours été un produit fiable et qui a toujours séduit en fait le B2B. Donc c'est Osigo, c'est ça. Osigo, Osigo. L'éthylotest électronique, ouais. Osigo, éthylotest électronique réutilisable, fabriqué en France, qui permet de connaître sa concentration d'alcool dans l'air respiré instantanément et qui va conseiller les utilisateurs pour savoir notamment quand est-ce qu'ils peuvent reprendre la route. Et est-ce que le dispositif a évolué ? Et puis aussi, vous l'avez décliné, je crois, depuis. Alors, l'évolution, ça a été assez mineur. On a beaucoup travaillé surtout sur la partie industrialisation, fiabilité de la production, parce qu'on produit en France. Et puis derrière, en fait, on s'est ouvert à d'autres opportunités. On a diversifié notre mesure dans l'air expiré avec de nouveaux produits, parce que en fait, on a développé notre propre capteur et cette miniaturisation de capteur a montré son intérêt pour d'autres applications que la détection d'alcool dans l'air expiré. Le capteur que l'on a développé, en fait, il a la particularité de pouvoir mesurer d'autres gaz qu'on peut avoir, tels que le dioxyde de carbone, l'acétone, le méthane, et bien d'autres dans ce spectre infrarouge. Ouais. Et donc, du coup, on a profité pour concevoir de nouveaux capteurs, de nouveaux produits pour des besoins clients bien précis. Donc, aujourd'hui, en plus d'analyser l'air expiré, on s'intègre dans des solutions de mesure de composés gazeux, mais pour des process industriels ou pour des environnements complexes. Et pour en revenir à Osigo, c'est assez concret en ce moment, cette période de fête. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, premièrement sur notre site web, et puis après sur certaines marketplaces un peu bien connues. Donc disponible encore, il y a encore du stock là pour la fin d'année avant le... pour l'instant, voilà. Merci à vous Guillaume Neza d'être revenu et on a bien vu l'évolution quand c'était vraiment les tout débuts, il y a un petit peu plus de 2 ans, votre premier passage. Merci à vous d'être intervenu quelques minutes dans La France bouge et à bientôt. Merci Guillaume. Merci encore, merci à vous. Je me tourne à nouveau vers vous, Charline Drapier. Forcément, on ne l'a pas dit, même si c'est une évidence, avec modération. Le champagne de Drapier, c'est forcément avec modération, même si ça peut être tout au long du repas. Ça fait aussi partie forcément des messages que l'on fait passer. Oui, ça fait aussi partie d'une consommation responsable que le fait de déguster tout en appréciant un bon repas. Et je trouve ça assez judicieux, cette entreprise Olit, qui aussi permet je crois qu'il planifie aussi la prise d'une nouvelle mesure, c'est-à-dire on se dit, pourquoi pas, je vais rester pour le café finalement 1 heure de plus, et puis quand ça sera plus sûr, je reprends la route. C'est ça, effectivement, c'est très concret, effectivement, encore plus maintenant en cette période de fête. Clément Gaveau, vous êtes évidemment toujours avec nous là. Flacon, c'est un peu cette logique-là aussi, même si on est sur la découverte, la dégustation.
voilà, on n'est pas obligé de finir la bouteille, entre guillemets. Ça fait partie aussi un peu de cette logique. Exactement, oui, c'est tout l'intérêt d'avoir justement ce format-là du flacon. 100 millilitres, voilà, c'est une bonne quantité de dégustation, mais c'est pas non plus trop. Donc là, la modération, elle est imposée. Ouais, effectivement. Et j'avais envie de revenir avec vous aussi, Charline Drapier, sur un aspect sur l'export. Voilà, qu'est-ce qui fonctionne hors de France? Le champagne, forcément, on a tout dit, on n'a rien dit, parce qu'il y a plein de champagnes différents. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Alors l'export, c'est important pour la Champagne parce que c'est le vin qui est le plus internationalisalisé, puisque la Champagne a une image forte de Tokyo à Londres, en passant par São Paulo. Donc c'est cette image qu'a la France à travers le monde, elle est aussi véhiculée par la bouteille de champagne. Nous, dans notre cas, ça représente 110 pays quand même. Donc on exporte dans 110 pays avec des goûts qui peuvent être différents, mais étonnamment, on retrouve un peu les mêmes schémas, par exemple, dans les grandes villes, que ça soit à Tokyo, à New York ou à Londres. Un goût un peu plus prononcé pour des champagnes plus secs, parfois aussi plus audacieux, avec des goûts qui peuvent être légèrement amers ou vraiment très secs, et sur des marchés matures, donc où la connaissance du champagne propose une offre très large. C'est ce qu'on va retrouver. Le champagne rosé, c'est petit ou ça se développe vraiment? Il y a des effets de mode un peu, je sais pas. Ah, c'est assez important quand même. Hein, je crois que c'est 8% de la Champagne. Donc c'est un effet de mode peut-être, mais de plus en plus c'est reconnu comme étant du vin aussi, vraiment, et pas seulement juste une fantaisie qui joue sur la couleur. Et on s'intéresse aux méthodes de vinification qui sont différentes pour différents rosés. Et ça, le champagne rosé est en croissance continue. Et sur cet aspect export, j'avais envie de vous reposer une question également, Loïc Tanguy, pour la plateforme Les Grappes. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi la French touch du vin? On pense forcément Bordeaux, Bourgogne, Champagne, évidemment. Est-ce qu'on arrive aussi à faire passer, au-delà des frontières, des cépages un petit peu moins connus, des régions un petit peu moins connues? Alors clairement, il y a une vraie demande aujourd'hui sur le rosé. Depuis quelques années, il y a le vin rosé, le classique, voilà. Tout à fait, pas le champagne. Alors oui, tout à fait. Côte de Provence rosé, il y a quand même une demande qui est extrêmement forte. Et puis à l'export, les acheteurs et les clients sont en recherche de choses peut-être plus segmentés que chez nous. Ils vont chercher des vins Sauvignon, des appellations connues, Chablis, Pouilly, voilà. Donc c'est sûr que à l'export, soit certaines typologies de vins, donc rosés, soit effectivement sur des cépages bien ciblés, quoi. Ouais, effectivement, ça reste facile à faire passer aussi, quelque chose de vraiment très nouveau, c'est-à-dire c'est français, je vais quand même m'y intéresser, ou est-ce que malgré tout, les bases sont plus rassurantes? D'aller vraiment sur la découverte, se dire allez, je fais confiance, je tente. Alors nous, typiquement, c'est le parallèle intéressant, c'est que pour des ventes à l'export, on envoie également des échantillons et on travaille avec des personnes qui sont en mesure aujourd'hui de mettre nos vins dans des échantillons qui ressemblent à ceux de flacons, pour effectivement pouvoir faire goûter les vins même à distance à nos acheteurs internationaux, quoi. Effectivement. Un dernier mot avec vous, Charline Drapier, ce moment-là des fêtes de fin d'année, on va dire décembre pour faire un peu large, ça représente quoi pour une maison comme vous? C'est vraiment le gros pic d'activité forcément, et comment vous le quantifiez? Oui, alors c'est 40% de notre chiffre d'affaires qui est concentré en 3 mois. Donc oui. Ça commence, c'est ça. Octobre, novembre, décembre, c'est vraiment... Exactement. La période qui se... La période du champagne. Même si de plus en plus elle est étalée à travers différents moments de consommation. Ça fait un petit peu partie des évolutions qu'on a évoquées avec vous. Eh bien, merci à tous les trois. C'est déjà la fin de votre émission. Comme d'habitude, des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, bref, tous les ingrédients pour se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Et ça va continuer demain. Je serai ravi de vous retrouver à nouveau entre 13h et 14h. Dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.